sur les réseaux sociaux avec le mot dièse ZenPP, et non pas parce que vous êtes des pépés, mais parce que c'est Paris Première. Sandrine, c'est à vous. Merci Anaïs. Alors vous le savez, cette semaine, les femmes étaient à l'honneur. Brigitte Macron a reçu Angelina Jolie à l'Élysée, un entretien d'1 heure, tout en anglais. On a parlé des réfugiés, de la famine au Venezuela, de la misère dans le monde. Mais attention, tout ça en robe élégante de chez Roland Mouret et avec un lipstick rouge baiser numéro 4, brillant, pétillant, surprenant. Et puis après, on était pétés, on a fait des selfies. Ah, Angelina, t'es trop jolie. Ah, Brigitte, t'es trop niais. Et oui, les femmes, toujours plus brillantes, toujours plus épatantes, comme on le voit sur cette photo où Valérie Pécresse a un peu forcé sur le rouge. Tandis que Laurent Wauquiez traîne encore sa vieille doudoune délavée, que sa femme lui a offert en 2008. Bon, vous le savez, il est un petit peu conservateur. Alors on se croirait dans une pub pour couleur, j'ai pas le droit de citer de marque, donc c'est couleur, spéciale couleur, sans décolorant. En même temps, c'est normal, décolorant Wauquiez. Oui, Laurent aime les vieilles doudounes, mais c'est pas pour ça qu'il vient de nommer Nadine Morano conseillère. Oui, Nadine Morano, conseillère politique. On sait pas trop si c'est une antithèse ou un oxymore. En tout cas, ça décoiffe. C'est l'ami personnel de vous savez. Morano, conseiller politique, c'est un petit peu comme si on nommait Tariq Ramadan au ministère des Droits de la Femme. Alors, pour comprendre, je me suis renseignée. Il faut savoir que Nadine Morano est la fille de Michel Pucelle. Et qui dit Pucelle dit Jeanne d'Arc. Et qui dit Jeanne d'Arc dit j'attends des voix. Hein? On comprend mieux. Quel stratège, ce Wauquiez. De la politique au cinéma, vous le savez, il n'y a qu'un pas. Et à propos de cinéma, on connaît désormais le nom des finalistes pour les Césars 2018. Alors, dans la catégorie meilleure actrice dans un premier rôle, sont nommés Jeanne Balibar, Juliette Binoche, Charlotte Gainsbourg, Emmanuel DeVos, Anne Hidalgo. Et la gagnante est... On a l'enveloppe. Et du budget. Merci Anaïs. Quel suspense. Anne Hidalgo. Merci. J'aimerais remercier mon père qui m'a donné la passion du sport. Il s'appelle Michel Hidalgo. Muchas gracias, papa. Te quiero. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont œuvré pendant des mois pour accoucher de ce rapport de 14 pages sur la propreté de Paris pour seulement 224 580 €. Merci à tous. C'est un vrai travail d'équipe. On est une famille. Somos una familia. Alors, il y en a qui disent que c'est abusé, que Xavier Tiberi aurait pu le faire à moitié prix. Je vois pas le rapport. En tout cas, merci Xavier de m'avoir ouvert la voie et surtout la voirie. No passaran. Voilà, séquence émotion toujours. C'était la dernière séance pour Mathieu Gallet. Le CSA a tranché en toute indépendance et a mis fin à ses fonctions de président de Radio France. Alors pour Gallet, c'est une plage qui se tourne. Moi, je la voyais venir celle-là. Et c'est Michel Legrand qui lui a rendu le plus bel hommage. Comme un galet que l'on jette de la maison de la radio, accusé à tort peut-être, et si c'est ça, c'est pas beau d'avoir jeté par la fenêtre de l'argent de nos impôts. Mais l'État n'oublie jamais ses fonctionnaires les plus hauts. Et tu ricocheras peut-être dans un ministère bientôt. Ah ouais, c'est vrai. Oh, bravo. Magnifique. Alors vous le savez, dans la vie, il y a ceux qui dégagent et il y a ceux qui voyagent, comme notre président.
Le gars, dans la même quinzaine, il se fait la Chine, la Suisse, l'Auvergne, la Tunisie, le Sénégal et la Corse. J'aimerais trop avoir ses miles. Et aussi son carnet d'adresses. Genre, j'ai des amis dans chaque port. Ce qui est quand même beaucoup mieux que l'inverse. Vous voyez, il a vu Bertrand Delanoë à Tunis, Rihanna au Sénégal, avec qui, nous dit le Parisien, il a salué un nouvel élan pour l'éducation. Ouais, bien sûr, l'éducation à la bandeau, hein. L'éducation, oui, l'éducation, Rina, l'éducation, bien sûr. Hein, c'est important, l'éducation. Je vais t'éduquer, moi, tu vas voir. Hein. Alors, pendant que le pauvre Blanquer se farcit les conneries de Cédric Villani, l'éducation, il n'y a pas d'égalité dans l'éducation. Sur le théorème de Brad-Pythagore. Celle-là, j'en étais pas sûre. C'est validé. Brad-Pythagore. Enfin bon, comme on dit chez moi, il ne faut pas juger de l'arbre par l'écorce. Et justement, Brigitte, qui connaît bien la Corse, a longuement briefé Emmanuel avant son voyage sur l'île de Beauté. Mon chéri, en Corse, il faut pas prononcer la fin des mots. Tu dis pas Bonifacio, tu dis Boniface. Tu dis pas Ajaccio, tu dis Ajax. Hein? Tu dis pas Pupponi, tu dis Pupone. Sinon, tu vas passer pour un pinceau, pour un plouc. Et comme Emmanuel est très obéissant, ça a donné ça. Mes chers âmes, je suis rave d'être dans l'île de Botte, dans votre paix. Enfin, notre paix. Notre paix. Qui sent bon le marque. Et la vendette. À moi, je suis partie ce matin de l'aéroport d'Orly en me disant, Emmanuel, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire sans que ce soit source de conflit? C'est vrai, si je lui dis, Ojangui, t'as la money, il va croire que je lui demande de l'argent. Alors qu'au final, c'est moi qui vais lui en donner. Comme j'en donne à tout le monde d'ailleurs. Non, c'est vrai, en voyage, je fais un pas, je fais un chèque. Tu m'étonnes que les gens y m'aiment. Et là, je me suis dit, Emmanuel, pourquoi tu veux parler? En Corse, on parle pas. Au mieux, on chante. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, les Corses, ils l'ont accueilli en chanson. Bon, quand on est toute seule, c'est pas facile la montagne. Alors, soyez indulgents. Petit Emmanuel, sur le constitutionnel et sur la question des prisons. Oh, gare à toi si tu nous dis non. Petit Emmanuel. Ouais. C'est bien, Sandrine. Merci beaucoup. Hein. Merci, messieurs. C'était bien, c'était bilingue en plus. C'était bilingue. C'est une bonne conclusion. Merci Sandrine, merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Tout à l'heure, Stéphane Le Foll, mais avant c'est l'heure de notre prochain débat. Double gadin pour La République En Marche aux législatives partielles à Belfort et dans le Val d'Oise. Quelles leçons tirer de ces élections? Avant d'en parler avec le député macroniste Gilles Legendre et le politologue Jean-Daniel Lévy, regardez ses réactions politiques. C'est vrai que c'est compliqué pour nous de construire une dynamique dans une élection partielle sans enjeu. C'est le retour de la droite. On a voté beaucoup de choses. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut changer en profondeur le pays. Ça ne se fait pas en 6 mois. Les faits sont têtus. C'est un succès pour ma famille politique et pour Laurent Wauquiez. Non, dans une partielle, il y a pas vraiment de leçons à tirer. Nous avons un leader aujourd'hui. Nous avons retrouvé un leader. Oui. Voici Gilles Legendre et Jean-Daniel Lévy. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. On vous a pas vu depuis longtemps, on est ravis de vous revoir. Alors, bonsoir Gilles Legendre. Bonsoir. Vous êtes homme politique, entrepreneur, journaliste français spécialisé dans le domaine économique. Et vous êtes le tombeur d'Henri Guénaud et de NKM, qui est d'ailleurs parti dans le privé, comme vous l'aviez prophétisé ici, Eric, qui est parti à New York
faire une carrière dans le Ouais, mais Zemmour dit que c'est pas assez loin, New York. Changements dans les deux sens. Et vous êtes donc député Il aurait pu aller En en Marche de Australie, Paris. ça aurait été plus loin. Mais bon. Bonsoir Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur du département politique opinion de CSA. Daris Interactive. Daris Interactive, oui, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça? Non? Je me suis plantée. Ah oui, Daris Interactive, pardon. Pas... Alors, Gilles Legendre, est-ce que vous êtes inquiet? Pas du tout. Pas du tout. Au revoir. Alors, j'ai fait un vœu en rentrant en politique récemment, puisque je suis un vieux novice. J'ai promis que les soirs d'élection ou après des élections, je ne dirai jamais après une défaite que finalement c'est pas une défaite, c'est une victoire. Donc je tiens ma promesse. Nous avons enregistré dimanche 2 défaites, une qui coûte plus que l'autre puisqu'il s'agissait de réélire une de nos collègues dans le Val d'Oise qui avait dans l'élection avait été invalidée. Donc une défaite est une défaite. Isabelle Muller-Croix. Isabelle Muller-Croix, absolument, qui était une très bonne députée, qui aurait pu rester parmi nous. Les électeurs en ont décidé autrement, de peu, avec très peu de votants, mais c'est une défaite. Mais justement, il y a peut-être une question préalable, c'est plutôt pour vous. Est-ce que, à partir d'un certain taux d'abstention, c'est assez ennuyeux ma question parce que le débat peut cesser là, on peut vraiment tirer des enseignements? Parce que là, ça a atteint par moment 80%. Est-ce que quand même l'analyse reste valide? Déjà, l'abstention, c'est un premier signe. Oui, c'est un signe. En France, par rapport à d'autres types de pays, l'abstention, ça n'est pas un désintérêt à l'égard de la politique. C'est une manière d'exprimer une forme de critique à l'égard, justement, de la manière dont les responsables politiques peuvent ou pas représenter les intérêts, les identités, les aspirations de la part des individus. Quand vous regardez aux États-Unis, il y a une abstention qui est une abstention résiduelle. Vous prenez la dernière élection. Qu'est-ce que vous appelez résiduel? Structurel, vous voulez dire? Structurel, c'est-à-dire qu'il y a des électeurs qui ne vont jamais Ah oui, voter. structurel, d'accord. À la dernière élection présidentielle, par exemple, un Américain sur 2 n'est pas allé voter et ne s'est pas déplacé pour aller voter. Il y a énormément d'Américains qui déclarent de toute façon, ça ne m'intéresse pas. Quand on interroge aujourd'hui en France les abstentionnistes, ils disent c'est un message que j'exprime, c'est un message de critique, d'interrogation, de doute, et on sait que d'une manière générale, ça va les ennuyer parce qu'on déclare de manière perpétuelle que le droit de vote c'est un droit qui a été conquis, qu'il s'agit d'un droit à cajoler et que dans ce contexte-là, le fait de ne pas se déplacer pour aller voter, c'est un message. Et d'ailleurs, aux dernières élections législatives, il y avait un premier message qui était exprimé, avec une abstention record au premier tour et une abstention encore plus record au deuxième tour, avec, là pour le coup, si je ne me trompe pas, un nombre de l'ordre d'une dizaine d'électeurs, de candidats qui ont été élus avec plus de 50% du corps électoral effectivement inscrit. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens, et ça montre aujourd'hui une forme de distance de la part des électeurs, aussi bien de droite que de gauche, voire proches de la République En Marche, qui ont dit, on ne sent pas aujourd'hui d'utilité manifeste suffisante pour se déplacer, pour aller voter, soit pour défendre, soit pour critiquer. Oui, mais c'est un message qui s'adresse du coup plus aux partis gouvernement qu'aux autres. La déception ou le retrait est plus un message vis-à-vis de Macron et des autres. Je pense que le candidat socialiste qui a réalisé un peu moins de 3% dans le territoire de Belfort au premier tour a également entendu le message, même de la part des abstentionnistes. Oui, allez-y. Réagir là-dessus, parce que moi je partage absolument le constat sur la question de la confiance. C'est la question clé aujourd'hui. Et évidemment, nous ne sommes pas l'objet de plus de défiance que les autres, mais notre responsabilité, parce que nous sommes au pouvoir, nous oblige à mettre en œuvre des politiques qui, petit à petit, restaureront cette confiance. Manifestement, il va falloir du temps. Le niveau de défiance de la population, et ne croyez pas que c'est réservé aux populistes prolétaires ou aux populistes exclus ou aux populistes qui vivent des situations infernales de notre pays depuis des années. Moi, je suis l'élu d'une circonscription hyper privilégié. Il existe. 6e, 7e. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde y est heureux, que tout le monde y est riche, mais globalement, c'est une circonscription hyper privilégiée. J'ai constaté, c'était une découverte pendant ma campagne, que beaucoup d'habitants incarnent ce que j'appelle le populisme chic. C'est quoi le populisme chic? C'est pas celui qui va voter Le Pen ou qui va voter pour la France insoumise. C'est celui qui, vis-à-vis de la classe politique, toute la classe politique, incarne un scepticisme, une ironie, une goguenardise élaborée, parce que comme il est chic, il est éduqué, il est savant, il connaît le système. Bien souvent, le système qu'il critique est incarné par le copain de promotion ou par le collègue de bureau. Bon. Et ce populisme-là, il exprime la même défiance. C'est moins violent, c'est moins spectaculaire. C'est cette confiance qu'il faut que nous restaurions. Et ça ne se fera pas en un jour.
que nous ayons, en plus sur une élection partielle dans laquelle il n'existe aucun élan national porteur, un taux d'abstention qui soit énorme, encore plus important que celui déjà beaucoup trop élevé que nous avions enregistré aux législatives, pour moi, c'est un symptôme normal. Est-ce que pour autant, ça me laisse serein ? La sérénité ne doit pas être notre lot, parce que sinon, c'est le début de l'endormissement. Alors, moi, je pense que vous, pardonnez-moi, mais je pense que vous surinterprétez cette histoire d'abstention massive. Non pas que je ne vois pas ce que vous dites, hein, vous avez tout à fait raison, et je pense que c'était plus le cas aux législatives. C'est-à-dire que quand il y a un grand débat politique, le fait de s'abstenir alors que tout le monde sait qu'il y a une élection, là, effectivement, vous avez raison, c'est un acte politique, même idéologique. Sur ces deux partiels, je pense que les gens savaient à peine qu'il y avait une élection, quoi. C'était de cet ordre-là. En plus, je confirme. J'ai été faire campagne pour Isabelle Muller-Quoi mercredi dernier. 9 personnes qu'on rencontrait sur 10 dans la rue nous disaient ah bon, ça m'étonne, il y a une élection. Mais oui, ça m'étonne pas. Bon. En plus, permettez-moi, sans vouloir vous offenser, mais votre élection, pas à vous spécialement, mais à tous les députés, tous les députés En Marche. Comme je l'ai déjà dit à une députée qui n'était pas contente, on aurait mis une chèvre avec une étiquette Macron et elle aurait été élue. C'est vrai que c'était pas très aimable. Non, mais elle m'énervait parce qu'elle était d'une arrogance incroyable, elle croyait qu'elle avait refait la France. Donc alors je vais essayer de ne pas me faire traiter de vous. Voilà. Vous avez compris ce que je veux dire, au-delà de la boutade. C'est-à-dire que c'était un vote éminemment politique, éminemment personnel. Les Français, après tout, je ne critique pas, hein, ils ont intériorisé la Cinquième République, ils donnent la majorité au président. C'est pas, oui, c'est normal. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis le début, vous êtes dans cette situation-là. C'est-à-dire que vous dépendez étroitement, comme jamais peut-être depuis le général de Gaulle, ou peut-être comme Mitterrand en 80, mais enfin, ils avaient un ancrage local depuis les municipales de 78. J'achète ces deux parallèles qui sont assez flatteurs, voilà. Plus que celui de la chèvre. Vous êtes d'accord ? Voilà. Mais, vous savez, au temps du général de Gaulle, on disait une chèvre avec UDR et elle est élue. Donc j'ai repris mes classiques, c'est tout. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, vous êtes des députés, mais vous n'avez pas d'ancrage local. C'est l'inconvénient du nouveau monde. L'avantage, c'est que ça c'est nouveau, et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'ancrage local. Donc vous ne pouvez absolument pas compenser le désintérêt et par un vrai ancrage local. Donc vous avez intérêt à limiter au maximum les élections partielles, parce que vous allez vous faire balaner à chaque fois. Alors, Éric Zemmour, d'abord, c'est pas nous qui les décidons, les élections partielles. Si ça ne dépendait que de nous, elles n'auraient pas lieu. Surtout quand il s'agit d'annuler l'élection de collègues élus en juin. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, évidemment que nous dépendons peut-être encore plus qu'avant du président de la République, mais pas en tant que personne, mais en tant de fait que nous devons appliquer un programme qui a été clairement détaillé pendant la campagne, que nous déroulons étape par étape. Ça plaît ou ça plaît pas. Mais les Français, et ça peut-être que Jean-Daniel Lévy pourra soit appuyer, soit contredire ce que je dis, mais je crois que c'est exact, reconnaissent que ça au moins, c'est quelque chose de nouveau. En revanche, sur la question de l'ancrage local, je vous rejoins totalement. Nous sommes un parti jeune, mais même pas adolescent, pas un parti, d'ailleurs. Enfant, un mouvement jeune. Bon, et donc nous n'avons pas d'ancrage local. Dans une élection partielle comme celle du Val d'Oise, il y avait pas Pontoise qui était le cœur, mais il y a des communes aux côtés. Un maire LR, il va évidemment dire à ses électeurs, allez, regardez le LR, votez pour moi, vous savez, moi c'est mon parti, je l'aime bien, etc. Hop, il n'y a pas d'élan national, il n'y a pas d'enjeu national. On est passé de 313 députés à 312. La catastrophe. C'est très ennuyeux parce qu'on aimait beaucoup Isabelle Muller-Quoi. Mais pour le chiffre, c'est pas le problème. Donc, là où vous avez parfaitement raison, nous devons absolument nous ancrer localement, renforcer le mouvement En Marche. Là aussi, ça ne se fera pas en un jour. Mais vous savez, ça renvoie à un sujet qui est beaucoup plus global. Nous sommes au pouvoir parce que le système était à bout de souffle. Et peut-être aussi, c'est l'œuf à la poule, nous avons fait en sorte que le système soit encore plus à bout de souffle. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Il faut analyser les résultats comme le dégonflement de la bulle dégagiste, c'est-à-dire que les gens ont voté pour dégager l'ancien système. Nous ne voulons plus du PS qui était au pouvoir. On ne croit pas aux Républicains comme alternative, mais les gens, là c'est une leçon nationale, n'adhèrent pas, en tout cas, à ce qui est fait. C'est ça. Non, ils n'adhèrent pas par construction, en raison de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire au déficit, j'allais dire structurel, c'est un peu pompeux, mais de confiance vis-à-vis de la classe politique. Et celui qui se retrouve à un moment donné, opposition de pouvoir,
prend cher, parce que cette défiance, elle est complète. Est-ce que c'est ce que disent les études d'opinion? Ils reconnaissent déjà aujourd'hui une chose à Emmanuel Macron, c'est de faire ce qu'il a dit. Ils ne savent pas forcément exactement ce qui avait été dit dans le cadre de la campagne électorale, mais il y a sensiblement le sentiment que aujourd'hui, ce qui se passe, même si ça ne correspond pas aux aspirations des Français, correspond à un engagement de campagne préalable. Et ils disent, par rapport à ce que nous avait dit François Hollande, par rapport à ce qui avait été fait par Nicolas Sarkozy, par rapport même à ce qui avait été fait à l'époque par Jacques Chirac, et notamment en 1995, évidemment, au moins, on a une forme de confiance à l'égard des responsables politiques. Parce qu'une des critiques majeures à l'égard du personnel politique, c'est la suivante, c'est de dire, ils font tout pour arriver au pouvoir, ils cherchent en fait à nous convaincre, et une fois arrivés aux responsabilités, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, la trahison, ça n'est pas une critique qui est exprimée à l'égard du président de la République, et ça constitue une de ses zones de force. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un engouement populaire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un soutien à l'égard du fond politique de ce qui est mené? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si on prend différentes mesures, notamment par exemple la loi travail, qui constitue la loi la plus emblématique, suscite un soutien, une adhésion ou une approbation de la part des Français? La réponse est non. Donc on est dans cette forme de tension où la posture présidentielle globalement est relativement bien appréciée et viennent se greffer à ça des interrogations, des doutes sur les conséquences pour les individus, ce qui se traduit politiquement par une absence de soutien, de mobilisation en faveur. Voilà. Et puis, notamment, aujourd'hui, la seule formation politique qui apparaît comme étant clairement en ordre de marche, les Républicains, qui en tirent globalement un bénéfice électoral, en tout cas. Comme formation clairement en marche, je préfère être adolescent dans l'état où on est et pas encore adulte. Parce que dans leur état, si vous demandez aux Français, ceux qui aujourd'hui sont globalement organisés de la veine polémique. Non, mais attendez. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes d'une circonscription privilégiée, évidemment. Oui, et j'en suis très fier. Non, mais c'est pas. Mais simplement parce que vous avez quand même, pour moi, le problème de fond, mais qui n'est pas lié spécialement à ces deux partiels, qui est lié à tout le mandat Macron. Vous savez, j'ai lu cet hiver les souvenirs de Tocqueville. Et pour parler de la monarchie de Juillet, il a cette formule magnifique, il dit « Les anciennes aristocraties », il parlait évidemment des légitimistes, « Les anciennes aristocraties sont perdues, le peuple est exclu ». C'est exactement Emmanuel Macron. Exactement la même chose. Les anciennes aristocraties partisanes ont perdu, et le peuple est exclu. Il n'est pas dans votre système. Vous êtes les représentants des élites bourgeoises, des nouvelles élites urbaines. Les classes populaires ne vous connaissent pas. Éric Zemmour, je suis désolé, mais et ça sera votre conclusion, Gilles Legendre. Mais alors, tant mieux, parce que c'est inexact, si je puis me permettre. Ah bah non. Non, mais je vois parfaitement la diversité sociologique des 313 députés à l'Assemblée nationale. Bon, nous avons non, attendez. Il y a une surreprésentation des professions libérales et non, patrons, etc. On l'a d'abord diversifié parce qu'au lieu qu'il n'y ait que des fonctionnaires, je caricature, il n'y a jamais eu que des fonctionnaires et des médecins, enfin c'était quand même ça les gros bataillons, nous représentons une France active infiniment plus variée. En termes de niveau social d'adhésion, c'est beaucoup plus varié. Non mais attendez, si vous me dites que pour faire une campagne électorale, il faut quand même être intégré dans un système, avoir été éduqué, ça, c'est vrai. Nous ne représentons pas la France des SDF, la France des exclus. Nous représentons toute la France. Mais sociologiquement, nous ne sommes pas issus de cette France-là. Vous caricaturez pour ce que j'ai dit. Non. Mais on a une diversité sociologique infiniment plus importante que vous ne le dites. Mais sur ce vrai sujet, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quelle politique nous faisons pour quelle France? La politique que nous faisons aujourd'hui... c'est pour votre base sociologique. Non, c'est inexact. Et ça, je m'inscris absolument en faux. Je prends 1 minute pour l'expliquer. Le sujet crucial français aujourd'hui, qui est à la source de toutes ces difficultés, y compris en apparence très loin, c'est le chômage. Quand on parle de l'islam, quand on parle des problèmes d'intégration, quand on parle des problèmes de laïcité, je sais que ça nous emmènerait trop loin. Je sais que ça n'est pas votre thèse, mais que vous seriez argumenté contre. Mais c'est la vérité. C'est votre vérité en l'occurrence. La question des quartiers, les déséquilibres des quartiers, c'est lié au chômage. Moi, je pense pas. Et au sous-emploi. Allez, je vous laisse pas votre vue, c'est le mien, c'est le nôtre. Vous avez raison. À partir de ce moment-là, nous devons absolument mettre fin à ce chômage durable de masse. Toutes les mesures que nous prenons aujourd'hui tendent vers ça, notamment toutes les mesures dans le registre économique et social, y compris quand, en apparence, quand dans le cadre du vieux logiciel, elles donnent l'apparence d'être des mesures dites libérales, dites de droite, dites pour les riches. La baisse, la suppression de l'ISF, sa transformation en IFI, c'est une mesure radicale qui est courageuse, parce que politiquement, ça n'est pas dans l'air du temps, parce que
C'est pas très fair play de lancer ça à la dernière seconde. Là, vraiment, c'est pas fair play de lancer ce débat à la dernière seconde. Vous avez lancé 2 débats à la dernière seconde. C'est très contestable. Mais attendez, je suis capable de mauvais joueur, la République en marche. Si c'est de l'argent. Non, mais ça, c'est ça, justement. Gilles Legendre, il faut vraiment conclure, là. L'argent dégagé sur l'imposition du capital, il va s'investir où? Dans les entreprises. On en reparlera. Les entreprises qui investissent. On en reparlera. On en reparlera. Vous avez le droit d'être sceptique et moi j'ai le droit de savoir qu'on a encore du boulot pour vous convaincre. Vous avez bien su, alors là, comme dirait Bourgi, vous les avez bien... Comment non. Excusez-moi. Alors le bouc, niqué, ils sont dit des drôles sur ce plateau. Oui, c'est vrai. C'est des esprits libres. Allez, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci beaucoup, Gilles Legendre. Vous nous quittez. Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive, vous restez avec nous pour le prochain débat parce que c'est maintenant l'heure de notre prochain invité politique. Je comprends. On est plus bête chez soi. Il reconnaît à Emmanuel Macron un talent, celui d'avoir dynamité un paysage politique à bout de souffle. Et Nicolas Dupont-Aignan s'y connaît en dynamite puisque, regardez, c'était il y a 9 mois, il faisait un pacte qui allait changer son destin. J'ai décidé de prendre mes responsabilités en votant Marine Le Pen, mais en allant bien plus loin, en bâtissant un accord de gouvernement. Je suis heureuse et fière de cette alliance entre nos deux familles politiques unies par un sentiment commun de patriotisme. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. L'alliance qui s'est nouée, cette alliance pour le pays n'est pas une alliance de circonstances. Allez, voici Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous marchez seul maintenant. Vous avez Jean-Jacques Goldman. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la France. Vous avez recueilli 4,7% des voix aux dernières présidentielles. Et votre alliance, donc, d'entre-deux tours avec Marine Le Pen a provoqué beaucoup de remous dans toute la classe politique et parmi vos plus proches. Vous savez donc affronter les tempêtes. En voici une particulièrement cruelle, car voici le QCM d'Éric Zemmour. Bravo. Non mais... Il a déjà subi, je crois. Alors, première question, le mieux placé pour rassembler la droite, c'est Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Florian Philippot ou Nicolas Dupont-Aignan? Cette question n'a aucun sens. Est-ce que... Non, mais je vous dis les choses telles que je les pense. Il faut bien rassembler. En 2013, 9 mois après l'élection de Hollande, est-ce qu'il y a une personne qui imaginait qu'Emmanuel Macron serait le futur candidat, le futur président de la République française? Personne ne le connaissait. Moi, j'ai ma démarche. Elle est justement de ne pas rentrer dans ce petit jeu des chevaux de course, parce que je considère que ni Wauquiez ne gagnera seul, ni Le Pen ne gagnera seul, ni Dupont-Aignan ne gagnera seul. Oui, on parle bien de rassemblement, là. Oui, mais ça ne passera pas par eux, puisqu'ils ne veulent pas se parler. Du moins, Wauquiez ne veut pas parler à Le Pen, Philippot est parti de chez Le Pen, et moi, tout mon objectif maintenant, parce que je le sais, les électeurs veulent qu'on travaille ensemble. Et ça a été le sens de mon alliance du second tour. C'est de passer par le terrain, par les électeurs, hors appareil politique. Parce que sinon, les appareils politiques, ils ont une logique. Monsieur Wauquiez, il croit qu'il va gagner tout seul et refaire le coup de Sarkozy. Plumer la volaille Front National et dire, tout en étant ambigu et faisant alliance avec Madame Calmels, qui est l'adjointe de Juppé, tout en ayant dans sa majorité en Rhône-Alpes des modems. Moi, je comprends plus rien. Monsieur Philippot et Madame Le Pen se déchirent, mais leurs électeurs, leurs cadres veulent l'union. Mais l'union, pas l'union pour l'union. L'union sur un programme commun, sérieux, où on tire les leçons de la défaite de 2017. Vous savez, je suis très libre. Parce que contrairement à ce qu'a dit la presse, qui m'a assassiné, d'ailleurs j'ai été réélu, tiens, comme par hasard, on pensait que j'allais être mort dans un coin, j'ai été réélu. Vous savez ce qui s'est passé même le soir de mon élection? Faut quand même le savoir. Toutes les télés de France étaient venues dans ma ville pour voir ma défaite. Quand à 21h, ils ont vu que je gagnais largement, ils sont tous partis. Il est resté 2 journalistes, BFM est parti, ils sont tous partis. Parce qu'il fallait assister à la mort symbolique d'un mec qui avait osé dire... Puis je vous fais remarquer que ça n'a pas grand rapport avec la question, parce que... Si, parce que c'est Laurent Wauquiez, fondamental, je vais vous dire, ce qui est fondamental. plus sûrement que vous.
Qu'est-ce que vous en savez? Rien. J'ai vu les résultats. Si on vous avait pris en 2013 pour dire que Macron allait gagner, vous le connaissiez même pas. Donc, la question n'est pas là. La question, elle est de savoir si on est capable de bâtir un projet crédible, alternatif, parce que le mirage Macron, il va se dissiper. Mais il ne se dissipera que si les Français ont le sentiment qu'il y a une alternative sérieuse en face. Est-ce qu'il y a un programme commun de la droite? Est-ce que ça existe? Vous n'arrivez pas à vous entendre avec Marine Le Pen aux européennes, par exemple? Ça n'existe pas. Vous en savez d'abord. Parce que ça a l'air d'être laborieux. Ça a l'air d'être laborieux et il n'y a pas de programme commun de la droite. Vous n'êtes pas d'accord entre vous? Attendez. D'abord, c'est pas la droite. Ah bon? Non. La droite libérale du fric, elle est chez Macron. Il y a la moitié des LR qui sont partis chez Macron. D'accord, enfin Wauquiez c'est la droite, attends, Le Pen c'est la droite et vous aussi. Vous êtes assez intelligent. Il est parti. Non mais justement, les Français en ont marre des personnes et des partis. Ils veulent savoir si on est capable de présenter des mesures qui traitent la cause des problèmes. Parce que je vais vous dire, le grand changement qu'il va y avoir dans les mois qui viennent, c'est que les Français ne sont pas idiots. Ils vont s'apercevoir que M. Macron, malgré le génie de la com', ne traite pas les problèmes de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, de chômage. Ça va se fracasser sur la réalité. Et les Français vont attendre des solutions. Et ils veulent pas qu'on reproduise 2017, le second tour, ils veulent qu'on ait des solutions sérieuses, précises, qui soient crédibles. Et on a un immense travail. Ça va pas venir comme ça. Cet immense travail, moi je veux le faire avec Wauquiez, avec Le Pen, mais avec leurs troupes. Et on ne sait pas qui sortira du lot. C'est peut-être quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'important, c'est qu'on apprenne aux gens, sur le terrain, à travailler en coalition. Et ça vient, parce que je peux vous dire, moi, les électeurs, ils votent Républicain une fois, ils votent Front National une autre fois, ils votent Debout la France. Ils sont d'accord sur 80% des points. Simplement, ils voient leur tête qu'ils ne sont pas d'accord. Et Mélenchon a réussi à unifier de son côté, la gauche radicale. C'était pas facile, vous savez, les écolos, les communistes, de faire parler ensemble. Et d'ailleurs, il a toujours du mal. Macron a unifié des gens qui ont en commun le fric, les plus riches du pays, voilà, ceux qui s'en sortent. C'est bizarre votre exemple de Mélenchon, parce qu'il a écrasé quand même les communistes, par exemple. Donc ça s'est pas passé vraiment par un accord, c'est passé par un rapport de force extrêmement favorable. Mais ça s'est fait lentement, ça a pris des années. Moi, je vous dis que ni Wauquiez, ni Le Pen, ni Dupont-Aignan ne gagneront seuls, que nos électeurs veulent qu'on travaille ensemble et on doit préparer un beau projet. Voilà, point, c'est tout. C'est un immense travail. Si c'était facile, je serais pas là. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les électeurs de droite, Jean-Daniel Lévy? Patriotes et républicains, c'est pas la même chose que la droite. La droite, il y a une partie d'électeurs de droite, mais il y a une partie qui sont ni droite ni gauche et qui aiment la France. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça les amoureux de la France. Alors, attendez, pardonnez-moi. Non, parce qu'on résume droite-gauche, mais il y a des millions de Français qui sont ni droite ni gauche. Pensons aussi à eux. Sachant qu'il y a eu des points de bascule entre une partie de la droite et une partie de la gauche, et une partie de l'électorat Le Pen qui envisageait dans un premier temps de voter pour elle et qui, en fin de campagne, a basculé du côté de Jean-Luc Mélenchon. Donc on n'est plus forcément sur des césures qui sont des césures gauche-droite de manière extrêmement nette. 1,5 point à 2 points en toute fin de campagne. Voilà, oui, d'accord. 1,5 point à 2 points. Mais enfin, en tout cas, ça existe en fin de campagne. Beaucoup sont abstenus. Et on voyait 2 points. C'est ça. Et on voyait bien, même entre François Fillon et Marine Le Pen, en début de campagne, des porosités qui étaient assez importantes, voire même une partie de l'électorat de François Fillon qui a envisagé, notamment sur la question sociale, sur la question en fait de la manière dont on pouvait indemniser les personnes qui étaient en difficulté, notamment en matière de maladie, envisager dans un premier temps de voter pour Marine Le Pen. Donc ces porosités, d'un point de vue électoral, elles existent. Peut-être qu'on aurait pu ajouter un 5e nom à ce QCM. C'est une personne dont on parle pas beaucoup, qui s'est un peu retirée de la vie politique, mais qui existe toujours dans les sondages. Il s'agit de Marion Maréchal Le Pen. Pour la première fois dans les dernières enquêtes, on a une confiance qui est une confiance plus importante à son égard de la part des sympathisants qui sont des sympathisants Front National, plus importante qu'à l'égard de sa tante en tant que telle. Et quand on regarde les traits d'image qu'elle peut avoir, ou voire même le casting, si vous me permettez un peu l'expression, une femme relativement nouvelle en politique, qui a une expression qui apparaît comme étant relativement libre, qui s'inscrit pas toujours d'ailleurs dans un clivage gauche-droite et qui arrive à dire je suis présente en politique, mais j'ai également une expérience dans le privé, ça correspond à certains égards, à certains points qui peuvent être attendus de la part d'une droite, qui n'est pas forcément la droite qui est la plus en attente d'intervention de la part de l'État, qui n'est pas forcément la droite qui va plus mettre en avant la dimension sociale, mais ceux qui, à droite, parlent de la question identitaire, ceux qui parlent aujourd'hui d'une question qui est une question de reconnaissance ou de rappel d'une partie des valeurs traditionnelles de la France, peuvent se retrouver derrière cette candidate. Donc il y a un électorat aujourd'hui qui est un électorat qui est en assez grande porosité à l'égard des différents candidats, et puis également
effectivement, peut-être des personnes dont on ne parle pas forcément, qui ne sont pas dans le casting aujourd'hui, mais qui peuvent réémerger au cours des 4-5 prochaines années. Alors, moi j'ai écouté vos deux interventions. Ça fait je partage largement le diagnostic de Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait des mois que je vous dis la même chose. Il y a évidemment, c'est plus qu'une porosité. Moi, je pense qu'il y a à peu près entre 70 et 80% des électeurs de LR qui sont d'accord avec les électeurs du Front National pour tout ce qui n'est pas économique. En gros, identitaire, islam, immigration, laïcité, etc. Donc ça, évidemment que ça fait un électorat commun très vaste. Sauf que, je suis d'accord encore une deuxième fois avec le fait, et je l'ai dit ici à Wauquiez, il ne refera pas le coup de Sarkozy. Ça, on est tout à fait d'accord. Il est venu il y a quelques mois et je lui ai déjà dit ça. Sauf que c'est encore pire quand on a dit ça. Oui, c'est encore pire, parce qu'au moins, si Wauquiez avait pu refaire le coup de Sarkozy, c'est-à-dire prendre une partie importante de l'électorat populaire du FN pour rassembler un vaste électorat de droite, il avait fait 32%, je crois, à la présidentielle au premier tour en 2007, derrière un discours patriotique et identitaire. Ça serait bien. Là, c'est pire. C'est-à-dire que c'est une opinion balkanisée en haut, avec personne qui veut... Non, mais je sais que vous voulez faire le contraire. J'ai compris. Sauf que tout seul, vous ne pourrez pas rassembler tout le monde. Toujours. Non, mais attendez. C'est pas moi, je veux bien que les électeurs devenir fataliste. Mais non, mais moi, je suis très fataliste. Non, mais c'est la différence entre nous. Voilà. Attendez, les électeurs, c'est très bien. Pardonnez-moi, les électeurs, c'est très bien. Mais les électeurs, à la fin, il faut qu'ils votent. Il y a des appareils, il y a des partis, il y a des candidats. Eh bien, je vais vous dire. Alors, allons-y. Éric Zemmour, quand on a créé les Amoureux de la France, cette structure informelle, plateforme Internet, tout le monde m'a dit... avec Jean-Frédéric Poisson, avec Julien Rochdy qui vient du Front National, avec des gens qui viennent, Nicolas Duy qui vient des Républicains, qui vient d'adhérer d'ailleurs chez moi. On nous a dit, vous êtes ma boule, il n'y aura personne. On a investi un peu d'argent dans un site Internet. Il a explosé, la première semaine, 1 500 000 clics. C'est-à-dire réponse à des questions. Sur une démarche de fond. Depuis... À Debout la France, très modestement, 5 000 adhésions de plus sur, on était 15 000, on est à 20 000. Des élus qui viennent, des conseillers régionaux, Nicolas Duy, ancien député de l'Aube, maire, partout en France, il se passe quelque chose. Moi, je vous le dis. Cet esprit de coalition qui va se passer en Italie, coalition qui se passe en Autriche, qui correspond à l'époque. Les gens n'en peuvent plus. Vous allez voir l'impact des flux migratoires. Vous allez voir l'impact de l'insécurité. Vous allez voir l'impact du pouvoir d'achat. Vous savez, Macron, ce qui est dramatique dans Macron, je reviens là-dessus parce que une situation historique, elle évolue en fonction de ce qui se passe. Macron, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, les gens disent, il fait ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'il va pas du tout dans la direction que veulent les Français. Et c'est dramatique. Donc il y a un moment, et il ne va pas résoudre les problèmes parce qu'il ne traite pas les problèmes. Donc moi je suis convaincu qu'on est à la veille d'un autre grand bouleversement. Et que ce grand bouleversement, on doit en être acteur. Vous savez, la différence, un homme politique, quand j'étais candidat à la présidentielle, au moment de Fillon, on me disait, sois pas candidat, tu feras 0. On a fait 2 millions de voix. C'est peut-être pas beaucoup, 5%. Aujourd'hui, les sondages aux européennes nous donnent 6. Les Républicains 12. Moi je parie sur une prise de conscience des 10 500 000 électeurs qui ont quand même voté Marine au second tour. 10 500 000. On dit, c'est rien. 10 500 000. Je parie sur les 27 millions d'abstentionnistes du second tour des législatives. Personne n'a dit qu'en France, la fameuse majorité, là... On l'a dit tout à l'heure. 27 millions. On peut vous interrompre. Non, mais attendez, monsieur Dolo. C'est 27 millions d'abstentionnistes. C'est 27 millions d'abstentionnistes. Chaque fois, vous faites la même chose. Écoutez, excusez-moi, on progresse. Et moi, je suis convaincu que les gens attendent une alternative sérieuse. Et qu'on va y arriver. On est obligé d'y arriver pour le pays. Sinon, on ne fera jamais rien, on va se coucher, on laisse le pays crever. La vérité, c'est ça que vous voulez ? C'est que vous êtes un homme un peu seul. Mais pas du tout. De moins en moins, 2 millions d'électeurs. Comme tous les hommes. Je souhaite de les avoir un jour. Comme tous les hommes un peu seuls. Ça, c'est envoyé, mon petit gars. Comme tous les hommes un peu seuls. Je ne me sens pas seul. Je finis ma phrase. Comme tous les hommes un peu seuls, vous avez créé votre site de rencontre qui s'appelle Les Amoureux de la France. Très bien. Où vous fréquentez des gens qui pensent un peu comme vous, puis ça doit bien déboucher sur quelques flirts ou plus s'il y a affinité. Enfin, ça va pas aller loin. Attendez. Non,
Quand Monsieur Macron a lancé En Marche, quand Monsieur Macron a lancé En Marche, vous ricaniez. La plupart des journalistes de Paris, vous ricaniez en disant, cette espèce de truc En Marche est nul et tout. Non. Laissez les Français décider, laissez les Français un peu libres. Renseignez-vous avant de parler, monsieur. Ne jugez pas avant. Ensuite, bon, il y a cette solitude qui est presque émouvante. Et il y a la deuxième chose, c'est que je me sens pas seul. Mais non, vous faites comme si rien ne s'était passé dans le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous ne mettez pas en cause sa légitimité. Vous voulez construire à partir de quelqu'un qui s'est craché en plein vol. Non mais si, il faut quand même. Au contraire, je veux reconstruire. Ben oui, vous reconstruisez. Vous n'avez rien compris. Avec qui? Mais les millions d'électeurs. Alors, ça passe par les appareils. Là. Pour une fois, il a raison, Zemmour. Vous n'avez pas de regret d'avoir rallié Marine Le Pen parce que c'était la deuxième question de Zemmour. C'est extraordinaire. Depuis cette histoire, les Français dans l'isoloir. Après le premier tour, ils étaient obligés de choisir. Dans l'isoloir. Si les Français avaient fait ce que tout le monde politique, très lâche, et la plupart des médias voulaient, c'est-à-dire le choix entre Macron et Macron, il n'y avait plus de démocratie. Je vais vous dire pourquoi. J'ai hésité. Je vais être franc avec vous, j'ai hésité. Et je me suis dit, comment moi, qui ai défendu la nation, qui ai défendu le contrôle des frontières, qui ai défendu une politique sociale, qui ai quitté l'UMP sur l'affaire européenne. J'ai quitté l'UMP, ça a été dur, j'étais seul. Il n'y avait personne du tout, là j'étais seul. Et oui, mais après on n'était plus seul. Décidément, c'est une constante. On n'était plus seul. Vous avez hésité. Ouais, De Gaulle a été seul. Attendez, vous avez hésité à quoi? J'ai hésité parce que c'était un choix grave. Et je me suis dit, je vais, à la veille du second tour, aller devant une caméra de télévision, dire aux Français, je sais pas. Vous êtes obligés de choisir. Moi, je sais pas, je vais me défiler. J'estimais que mon programme était plus proche de celui de Marine. Et ce que aucun journaliste n'a dit, c'est que j'ai fait évoluer considérablement le Front National sur l'euro, sur la taxe sur les exportations. Il y avait un programme commun. Le programme, c'est que Marine Le Pen n'a rien compris. Mais ça, c'est... C'est pas vous qui avez fait évoluer, c'est la catastrophe du débat qui a fait évoluer. Donc. Mais il y a eu un problème au débat, oui. Tout n'est pas prévisible dans la vie. Mais moi, je ne regrette pas d'avoir fait sauter le verrou du piège de Mitterrand. Qui est un verrou qui a sclérosé la vie politique française pendant 30 ans pour assurer la domination idéologique d'une gauche minoritaire. Et ce verrou, je l'ai fait sauter une première fois. C'est long à faire sauter un verrou. Quand Mitterrand a fait son alliance, il y a eu un très bon article d'ailleurs de Zemmour, c'est le seul qui a fait un article qui a compris ce que j'ai fait. Quand Mitterrand, dans le Figaro Magazine... T'as vu, c'est beau l'amour quand même. Quand Mitterrand a commencé avec le Parti communiste, ça s'est fait en un jour ? Ça s'est pas fait en un jour. Il y a eu des épisodes, il y a eu des difficultés. C'est votre conclusion, Nicolas Dupont. Oui. Ça fait des années que vous nous dites ça. À chaque élection, vous nous dites oui, mais vous allez voir, vous allez à chaque voir. élection. Regardez les codes de popularité. Elles sont égales à celles de Wauquiez et de Le Pen. Et avec 100 fois moins d'audience, 100 fois moins d'antenne. Moi, je parie sur la solidité, je suis un coureur de fond. Et vous pariez sur Marion Maréchal Le Pen. Vous savez, la tortue et le lièvre, parfois la tortue gagne. Vous pariez sur Marion Maréchal Le Pen. Je l'aime beaucoup, c'est une femme bien. Je parie sur tout le monde, je veux additionner dans une vie politique où on sépare tout le monde. Vous voulez le monopole de Macron et de Mélenchon pendant 15 ans ? Voilà la question que je pose aux 10 500 000 électeurs, aux millions d'électeurs. Vous voulez continuer avec Macron, Mélenchon et voir le pays sombrer ? Moi, je veux pas ça. J'ai mes convictions, je me défends, point. Et je donne rendez-vous à Monsieur Nolot dans quelques années. Allez, avec plaisir. C'est sur ce point que se termine ce débat. Merci, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Merci, Jean-Daniel Lévy, d'Aris Interactive. Allez, son nom claque comme un nom corse, mais ses racines sont italiennes. Voici Alba Ventura. Joie de vous voir, mais on vous fait le coup chaque semaine. Tout de suite, c'est la pub. Et après la pub, on accueillera Stéphane Le Foll, à qui vous avez beaucoup à dire, Alba. À tout de suite.